j'ai mis du temps à me questionner là-dessus, à réfléchir sur la question et comment il fallait d'abord que moi, je fasse peut-être ma paix, on va dire, avec l'hymne national avant de lui transmettre, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui se jouaient pour moi à ce moment-là. Peut-être Certainement. que moi-même, voilà, je me posais, ah, l'hymne national, c'est quelque chose. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla. Bonjour mesdames. Bonjour et bienvenue au podcast Mères croisées. Le podcast qu'on vous a promis, le podcast des mamans d'ici et d'ailleurs. Un podcast qu'on veut intime, sensible, un podcast à deux voix avec Linda et Leïla. Un podcast des femmes qui racontent leur expérience de la maternité, de la parentalité, vécue entre deux rives. Des mamans d'ici et d'ailleurs, des mamans qui ont choisi de transmettre, qui se posent des questions sur la transmission, sur comment élever les enfants loin de nos origines, hein, de notre terre natale, des mamans qui sont un petit peu entre le devoir de mémoire, l'identité. C'est un podcast de questionnement, d'échange et de partage. Et je laisse Linda annoncer l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler du fait de sentir d'ici et d'ailleurs, du fait finalement être entre deux mondes. Quand on dit entre deux mondes, ça veut dire en fait on vit ici, mais on y est aussi de là-bas. Mais après il y a tout un ressenti qui fait qu'on est entre deux et du coup on est ici ou là-bas, on est de notre pays d'origine ou on est maintenant d'ici. Enfin, c'est sur cette profondeur de ce ressenti, de ces vécus qu'on veut parler, n'est-ce pas Leïla? Oui, oui, oui. D'ailleurs, l'épisode 0, l'épisode où on a présenté un petit peu le podcast, on avait parlé de cette notion de pont. Être un pont entre deux rives, entre deux cultures, entre deux mondes différents. Et on a surtout parlé de la richesse, de tout, de ce que ça apporte comme richesse, à la fois pour nos parents, mais aussi pour l'éducation des enfants. Et donc la question qui était revenue, c'est quand est-ce que j'ai compris que j'étais entre deux mondes? Et il y a toujours eu un déclic comme ça. Donc est-ce que ça s'est fait sous le mode de fracture? Est-ce que ça s'est fait sous le mode de découverte? Comment ça s'est exprimé? À un moment donné, on a réalisé que finalement, on porte comme un devoir de transmission, mais notre vie est là. Bon, en général, c'est avec les enfants, hein. C'est les enfants souvent qui nous font prendre conscience de ça, mais il y a un moment de déclic, un moment où on a ouvert les yeux sur cette réalité
Parce que en fin de compte, c'est ça, c'est une réalité qu'on vit tous les jours, c'est une prise de conscience. Je ne sais pas pour toi, Linda, mais est-ce qu'il y a un moment marquant dans ton parcours de parent, dans ton parcours de maternité, où tu as ouvert les yeux sur cette réalité et comment ça s'est passé pour toi? Alors, déjà, les moments déclics, je pense que c'était même avant ma maternité, parce que je suis restée quand même plusieurs années ici en France avant d'avoir des enfants. Même si ça a forcément continué après, hein. Donc, je vais t'expliquer. C'est le moment où tu es à l'aéroport et que tu dois quitter ta famille, tes parents, pour partir chez toi. Et que finalement, quand je suis en France et que je parle certains, je peux dire chez nous en parlant d'Algérie, parce que je rappelle, je suis algérienne, hein, je viens d'Algérie. Et, et en même temps, quand je pars de là-bas pour venir en France, bah, je me dis, je rentre chez moi. Et c'est là où je dis, mais chez moi, c'est là ou c'est là? C'est les deux? Voilà, il y a ça qui se joue. Et donc, cette fracture, au moment de partir de l'aéroport, de dire au revoir aux parents et de sentir quelque part un petit peu cette fracture ou le poids, quelque part, de ce choix d'être parti vivre ailleurs et de faire encore ce choix Ouais, de rester, pour mon cas, en France. Donc ça, d'accord. c'est le premier déclic, même s'il se joue quasiment, on va dire, à chaque départ de chez mes parents. Et puis après, justement, quand Tu parles j'ai eu... de... Ouais. Oui, dis-moi. Mhm. Non, mais Non, tu peux... ça m'a fait penser au déchirement. Hmm. Tu l'exprimes comme un déchirement, en fait, comme à Ben, chaque c'est fois, ça. c'est une C'est sorte de un déchirement. séparation. C'est un Ouais, déchirement. c'est le C'est un ressenti. déchirement parce que ça reste des proches, des très proches, qu'on est parti Mhm. aussi par choix finalement, et on se dit waouh, le choix il implique quelque chose de fort. Et ce déchirement, c'est en même temps je suis bien ici, c'est chez moi, mais tu ressens le chez toi et là-bas aussi, parce que tu as vécu là-bas, mais c'est aussi parce que souvent, quand il y a la famille encore proche, quand il y a les parents, on sent malgré tout ce déchirement. Et Mhm. vas-y, quand tu veux dire ce que Oui, tu veux, donc hein. c'est douloureux, en fait. Tu le vis ou tu l'as vécu un petit peu. C'est la douleur qui t'a fait peut-être prendre conscience de c'est comme une sorte de séparation, de cette division ou quelque chose de ce type-là qui s'est joué pour toi. C'est bien ça, En partie, en tout cas, par rapport à ces une épisodes, partie. oui. Après, bien sûr, il y en a d'autres, il y a d'autres choses qui me font prendre Mhm. conscience que je suis d'ici et de là-bas, tu vois. Parce que comme je t'ai Mhm. dit, Mhm. autant il y a le déchirement de la séparation, autant j'ai cette sensation quand je suis dans l'avion, encore plus quand j'arrive en France, de ah, je rentre chez moi. Donc je suis quand même contente de rentrer chez moi. Parce que malgré tout, on finit par avoir nos habitudes, on est dans notre élément et que chez soi, ça devient forcément ici parce que tu as ton foyer, tu as peut-être ton boulot, toutes tes habitudes qui se construisent au fil des années et tu perds les habitudes de là-bas. Et c'est limite si des fois, au début, quand je pars là-bas, il me faut plusieurs jours pour me réadapter en fait. Parce que chez moi, c'est en Mhm. France maintenant, tu vois. Ben, C'est ça la dualité entre les deux. Et toi, tu le vis comment? Dis-moi. en fait, non, oui, Dis-moi. je te raconterai moi comment Oui. j'ai pris conscience, mais en t'écoutant, en fait, chez toi, c'est ce que tu as construit. En t'entendant comme ça parler et décrire chez toi, en fait, c'est ce que tu as construit toi-même. En fait, c'est Euh, ça. T'as le oui, chez toi mhm, c'est là où j'ai grandi, de tout, là où je me suis construite, hein, le noyau. mhm, Et puis c'est t'as le ça. chez moi de ce Mhm, que j'ai construit de moi-même en tant qu'adulte, oui, tu vois. Mm. oui, mais avec ce que tu as, avec ce qui te constitue, en fait. C'est C'est intéressant ça. ce que C'est pas tu on relèves supprime ici, la Linda Linda, d'avant, parce que tu tu l'as. vois. Elle est là, le noyau, le début, Non, là, non, tout ce qui s'est construit. Et puis t'as la suite des couches de la Linda qui s'est c'est construite au ça. fil Tu as des années en tant restitué qu'adulte. ailleurs. Mm. Voilà. C'est ça. Donc tu as, voilà. Nous avons tout été, nous avons tout été construites ailleurs ou quelque Mhm. part en tout cas. Mais à un moment, on a l'impression qu'on restitue et qu'on construit notre propre vie à partir de ce qui nous a construit. Euh, c'est intéressant. Et c'est vrai que Ben après, pour moi, pardon, c'était, oui, vas-y. quand tu dis, quand on restitue, c'est là où je ressens la maternité, parce que tu restitues, mais continue, on en parle après. Mhm. Ouais, ouais, et tu restitues, mais pas
pas dans le même cadre. Donc des fois, tu as besoin de t'adapter. Et d'adapter, c'est plus le même moule. Tu restitues, mais dans un autre environnement. Donc il y a des choses qui rentrent pas dans le nouveau moule ou dans le nouvel environnement, on va dire. Oui. Ben, pour moi, c'était différent parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai vécu dans plusieurs pays et là, au début, quand j'ai quitté le Maroc, j'étais partie aux États-Unis. Et après, je suis venue en France. Et après, on est reparti en couple avec mon mari aux États-Unis. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on rencontrait des gens et qui nous disaient, vous venez d'où? Vous êtes d'où? Et là, je prenais toujours un temps parce que je ne savais pas quoi répondre. Est-ce que je viens du Maroc ou je viens de France? Puisqu'on était venu, on est reparti aux États-Unis depuis la France et on parle français. Et tu vois, là, tu te dis, pour les États-Unis, c'était très très drôle par moment parce que quand on dit Morocco, il y en a plein qui connaissaient pas à l'époque. Moi, quand j'étais, ils connaissaient pas Morocco, donc c'était très très drôle. Hein. Pour moi, je trouvais ça fun vraiment. C'était funny parce que des fois, ben, il y avait qui confondaient Morocco avec Monaco. Euh, D'autres, bon, avant, enfin, il y avait la guerre de l'Irak à l'époque, et puis il y en avait plein qui avaient leurs enfants qui étaient partis en guerre. Donc, on avait toujours cette question, est-ce que c'est proche de l'Irak et voilà, ils n'arrivaient pas à se situer. Et donc, je disais, North Africa, c'est en face de l'Espagne. J'essaie de... Mais ce qui était vraiment, ce que je trouvais très drôle, c'est à chaque fois, je disais, vous connaissez Casablanca? Ils disent, ah, Casablanca, le film, hein, c'est le studio. Donc, ils me disaient, ah, il y a Casablanca. Et donc là, ils peuvent s'accrocher à quelque chose. Bon, c'était il y a bien des années, donc peut-être que maintenant la mentalité a changé. Mais voilà, pour moi, la première fois où la question s'était posée, c'était ça. Quand on me demandait, tu viens d'où? Donc quand je disais France, ils connaissaient, mais bon, voilà. Et Morocco, ils connaissaient pas. Mais ce qui était vraiment très intéressant à cette époque-là, dans ce parcours-là, c'était quand je rencontrais des Africains. Là-bas, j'ai pas rencontré beaucoup de Maghrébins, mais quand je rencontrais des Africains, c'était des retrouvailles. Quoi, c'était waouh, Africa, Africa. Et là, je me suis, j'ai réalisé mon identité ou ma part africaine. Je me suis dit tiens, waouh, il y a quelque chose On d'autre. se sent proche. Et maintenant qu'on est ailleurs, on se sent proche. Je rencontrais des gens du Bénin, du Nigeria. À chaque fois que je disais Morocco là-bas, à des Africains, c'était waouh. C'est extraordinaire la recherche de liens. Les gens cherchent toujours ce qui nous relie. C'est ça ce qui m'a vraiment pris conscience, qui m'a fait prendre conscience de l'importance du lien. Il y avait cette waouh, Africa, Africa. Donc personnellement, c'est là où j'ai réalisé ma part africaine. Et autre chose, quand je rencontrais des musulmans, des musulmans venus d'Inde, des musulmans venus... Et là, pareil. Ah, you are Muslim. Et les gens s'accrochent. Ah, ils trouvent quelque chose. Et donc, c'était une expérience très enrichissante parce qu'elle m'a fait découvrir beaucoup de couches qui me constituent, que je considérais comme acquis. Et c'est les autres qui les révèlent. C'est les rencontres qui révèlent un petit peu ce que tu es. Donc, voilà. Que la question ou les questionnements sur l'identité, qui suis-je? Oui. Donc toi, ça, c'est des parts de toi. Tôt. Ouais, je me dis donc c'est des parts de toi, ce qui était là, tu faisais pas attention à ça, mais en rencontrant des personnes qui avaient ça en commun, bah du coup forcément ça faisait écho et en fait tu te rendais compte que bah en fait tiens ça fait partie de mon identité, alors que pour toi c'était juste une évidence, puis c'est tout quoi. Ah oui. Ah oui, et moi, c'est vraiment ces expériences-là qui m'ont nourrie et qui m'ont fascinée à chaque fois et que j'ai toujours trouvé, qui m'ont surprise, vraiment. C'est des rencontres et des découvertes qui m'ont surprise et j'en ai plein comme ça, même en France, avec des Français qui sont nés au Maroc, avec
il me parle, il me demande, et c'est extraordinaire, hein, ces rencontres-là qui te révèlent à toi-même, et surtout ces rencontres dans lesquelles tu sens une recherche de lien. Les gens essaient de trouver qu'est-ce qui te lie à eux, ou qu'est-ce qui les lie à toi, mais voilà, c'est comme quoi l'être humain est vraiment un être sociable, hein. Il est toujours en recherche de liens et de rencontres. Mhm. Et en repartant sur les événements qui nous font rendre compte qu'on est d'ici et d'ailleurs, tout à l'heure tu me demandais ce que c'était et je t'avais dit que ça avait même commencé avant d'être maman et puis forcément, une fois qu'ils sont là, c'est là où tu te rends compte encore plus que maintenant tu es ici, que tes enfants sont d'abord d'ici. Même si, je l'avoue, j'ai toujours, c'est pas refusé, hein, mais j'ai toujours fait en sorte que mes enfants comprennent qu'ils sont aussi de mon origine, hein, qui font partie de moi. Enfin, c'est mes enfants, donc forcément, ils sont aussi algériens, ils ont une partie algérienne. Mais d'avoir des enfants ici, ça fait vraiment ce truc de... si je voulais repartir, par exemple, en Algérie, ce serait pas aussi simple. Parce que maintenant, il y a des enfants, il y a mes enfants qui sont aussi français, et surtout quand ils commencent à grandir un petit peu, que pour eux, bah, c'est une évidence qu'ils sont français, ils vivent ici, donc de quoi tu me parles? Ok, je suis algérien. Je me rappelle, ma fille une fois, elle a dit, oui, oui, mais je suis française, algérienne et française. Donc je me dis, ouais, elle a bien insisté sur le française. Hein. C'est 2 fois française, 1 fois algérienne, tu vois. Elle a dit comme ça. Je me disais, d'ailleurs, je me rappelle plus si c'était mon fils ou ma fille, mais c'était ok, je suis les deux, mais elle l'a dit 2 fois français, tu vois. Et quand je me dis ça, je me dis, ben, et puis moi, je suis forcément, je suis très attachée à mes enfants. Bah, je me dis, bah non, enfin, si ils sont là, bah, moi, je suis avec eux, hein, tu vois. Surtout qu'ils sont encore un peu petits, donc forcément, j'ai cet attachement. D'ailleurs, parenthèse, on en parlera un jour. Je pense que l'attachement, il peut être encore plus fort quand on vient d'ailleurs, parce qu'on vit quelque part entre nous, dans notre petite famille. On en reparlera. Et ça, c'était juste ma petite parenthèse. Voilà, c'était juste pour t'expliquer comment je sentais le entre-deux une fois que j'ai eu mes enfants. Certainement, avec les enfants, ça change, oui, ça change parce que il y a ce devoir comme ça, on sent qu'on a le devoir d'accompagner, de transmettre, d'enseigner. Et moi, dernièrement, je me pose beaucoup la question sur la question de la transmission et de l'enseignement, parce que souvent, j'ai l'impression, enfin en tout cas, dans ma pratique, j'ai remarqué qu'on est tous préoccupés par la question de la transmission, quelles que soient nos origines, mais finalement, telle qu'elle est exprimée, ça se rapproche plus de l'enseignement. Parce qu'il y en a plein qui me disent, voilà, j'ai envie de transmettre mes origines, ma culture à mes enfants, je leur apprends l'arabe et je leur donne des cours et machin, et ça crée des conflits. Et donc, il y a ce qu'on essaie de transmettre, plutôt ce qu'on essaie d'enseigner, mais ce qu'on transmet à côté. Est-ce qu'on transmet l'amour? Est-ce qu'on transmet la bienveillance? Parce que, imagine, nous parents, nous sommes préoccupés. Nous sommes préoccupés par cette question de transmission, donc ça nous pèse. C'est pas quelque chose qu'on vit, c'est pas quelque chose qu'on vit bien, avec laquelle on est très à l'aise. Ça nous pèse. On a des regrets, on a des craintes, on a des peurs. Voilà, c'est pas un sujet qui est très facile pour nous. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et on s'y accroche et on essaie, on fait tout pour montrer aux enfants l'importance que ça pour nous, sauf que à leur âge, ça n'a pas la même importance. Ce qui fait que dans notre façon de faire, souvent on commet des erreurs. Et au lieu de les attirer vers ce qu'on aimerait leur transmettre, mais ce qu'on fait, c'est qu'on leur enseigne, il y a d'autres choses qui rentrent dans cette transmission. Donc, juste une question. Donc, il y a cette pression aussi qui rentre. Vas-y. Donc, quand tu dis conflit, tu parles du fait, tu me dis hein, si c'est ça, du fait de, genre, toi, tu veux transmettre quelque chose à tes enfants, hein,
et eux, ils sont pas forcément d'accord, ils ont pas forcément envie. C'est ça ou ça part d'autre chose? C'est pas juste que eux, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que l'environnement, tu sais, un enfant lorsqu'il parle avec son parent, dans les échanges parent-enfant, ce qu'il cherche, c'est juste de communiquer. Ce qu'il veut, c'est que, enfin, il cherche à communiquer, il veut que ça soit fait vite, le plus simplement possible. Il veut pas se creuser le ménage, quoi. Il veut juste dire j'ai envie de boire un verre d'eau, je veux un verre d'eau et basta. Il se préoccupe pas. À partir du moment où l'enfant, euh, à partir du moment où, surtout un enfant scolarisé, on parle là d'enfants Mhm. scolarisés qui vont à l'école, à partir du moment où il sait que son parent comprend le français, parce que là on est en France, il va parler français. Il va pas se prendre la tête. Il va parler français tout simplement parce que c'est fluide, c'est simple, c'est facile, c'est avec ça qu'il communique à l'extérieur. Il va pas forcément faire la transition enfin d'une langue à l'autre. Si le parent ne parle pas français, parce que cette histoire-là, enfin là on est en train de parler de la langue, cette histoire se pose pour nous, qui sommes venus d'un pays qui est francophone, Mm. enfin la France, l'Algérie, il y a toute cette histoire de la francophonie, qui fait que même nos enfants, quand ils partent, quand ils retournent dans nos pays d'origine, ils continuent à parler C'est français. ça. Quand, quand tu vas à la rencontre de Maghrébins qui vivent en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, euh, leurs enfants parlent l'arabe parce que en rentrant, les cousins, les amis, les voisins, les grands-parents, personne ne parle la langue, donc automatiquement, donc l'enfant, ce qu'il cherche, c'est communiquer. Et dès qu'il saisit, vraiment, il ne réfléchit pas, mais dès qu'il saisit qu'il est compris, il fait pas d'effort. D'accord. Ça, c'est le propre de tout être humain. Tu me donnes une réponse à quelque chose enfin, une question que je me posais depuis longtemps. Mm, On va pas développer beaucoup ce sujet aujourd'hui parce que de toute façon, mm, ça fera le sujet de tout un épisode de podcast. mm. Mais honnêtement, je pense que tu as répondu à plein de mamans, de parents qui se posent de cette question. Mais pourquoi certains y arrivent, hein, je vois des mamans japonaises, chinoises, etc. Mhm, Alors, leurs enfants, mhm, ils parlent leur langue et pas moi, tu vois. Mais mhm. ouais, non, mais, du coup, franchement, quelque part, tu me donnes la réponse. Mais comme je t'ai dit, on en reparlera. Mais je suis contente que tu en parles. Mhm. La même chose pour les Kabyles ou les Berbères, les Amazirs au Maroc, c'est pareil. Si tout le monde parle amazigh, euh, tout le monde va parler amazigh parce qu'ils ne parlent que ça. Tu vois, la grand-mère, elle va pas parler une autre langue. Donc, c'est vraiment l'enfant a envie d'être compris. Dès qu'il saisit qu'il est compris, il fait plus d'efforts. Et c'est quelque chose qui lui appartient en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Alors tu vas me dire, mais comment on fait, nous, les parents? Tu Oui, vois, parce mais que... tu vois, je, je- je repars quand même sur l'histoire du conflit. Donc, mhm, tu me dis que l'enfant, il veut juste que ce soit simple, hein. Je rappelle pour celles qui nous écoutent que moi, j'ai des enfants plus jeunes que ceux qui là. On est à des stades différents en termes d'enfance, adolescence et tout. Et donc, forcément, dans notre transmission, on est dans un cheminement qui n'est pas au même stade, on va mhm. dire ça comme ça. Et donc, le conflit, finalement, il vient d'où? Du fait que pour eux, quoi, tu leur casses la tête parce que l'environnement il est comme ça et toi tu me racontes une autre histoire. Enfin, j'essaie de comprendre quand même parce que j'en suis pas encore complètement là, moi. Dis-moi. Le conflit vient du fait que euh, l'enfant ressent l'angoisse du parent. C'est très Ok. simple, parce que nous sommes en train de parler de deux choses pas de deux choses, pardon. Nous sommes en train de parler de la valeur qu'on donne à la chose. Le parent se préoccupe pour des raisons très personnelles, parce Mhm. que, voilà, dans sa construction, dans son cheminement à lui, il ne veut pas faillir à son devoir de transmission, ou il ne veut pas être la rupture. Il ne veut pas être le chaînon manquant Mhm. d'une chaîne de transmission. Voilà, on est tous portés par ce devoir de transmission.
Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on transmet plus des choses qui sont inconscientes que des choses qui sont conscientes. Quand on fait l'effort, dès que c'est conscient, pour moi, ça devient de l'enseignement, c'est plus de la transmission. Ce qui se transmet, c'est des choses qui sont vraiment inconscientes, c'est comment ton enfant te perçoit. Ça se transmet. Euh, juste, parce qu'il faut pas oublier que les parents restent la première référence de leurs enfants. Et les enfants s'identifient à leurs parents. Donc il y a des choses comme ça hein, qui passent d'une façon très fluide, où on n'a pas besoin d'efforts. Ce que les enfants retiennent, c'est ce qui se transmet naturellement. Dès qu'on commence à forcer, à faire des efforts, là, on a de la résistance. C'est l'être humain. C'est ça, Finalement, même pour les adultes. j'ai l'impression que tu parles de cette histoire où on te dit l'enfant, il fait pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Et donc, s'il me voit faire des choses, sans même que je dise, bah, il voit ça et donc peut-être qu'il va faire pareil. Mais la transmission, elle passe par le fait que moi, je fasse certaines choses, lui, il les voit. Et donc, pour lui, on va dire que ça devient une sorte de quelque chose de normal et peut-être qu'il va les reproduire ou pas. Mais du coup, ça se transmet sans même que je le dise. C'est ça que tu veux dire? Le mot magique, c'est l'authenticité. Si c'est ta vraie nature, si tu es une personne qui, tous les matins, a besoin de faire son thé à la menthe. Pour personne, pour elle-même. Voilà, c'est comme ça qu'elle... Si tous les vendredis, comme ça, tu fais ton couscous et tu n'imposes à personne de venir manger ce couscous, tu perpétues comme ça une tradition parce que ça te constitue et parce que ça fait partie de ta personnalité, ça se transmet. Ça passe aux enfants. Si tu, en fait, ce qu'on a besoin d'être ou de faire, c'est d'être soi. En fait, pas de faire, mais d'être vraiment. C'est d'être soi-même, euh, comme comme une bibliothèque. Tu vois, il faut t'imaginer comme une bibliothèque pour tes enfants, et les enfants, ils vont prendre de temps à autre. Ils vont trouver ce livre intéressant, ils vont le prendre. C'est eux qui vont se servir, et c'est pas toujours toi qui leur sers les choses. Et voilà, ce qui se transmet, c'est ce qui se dit pas souvent. C'est ça ce qui accroche. Donc, ton amour ou ton intérêt pour ta culture d'origine, pour l'histoire, pour la langue, pour tout ça, euh, il y a deux phénomènes. Bon, ça, ça se transmet naturellement. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Et souvent, quand on en fait trop, on tout. Donc, surtout ne pas faire trop d'efforts. Et puis, il y a autre chose. Nous, les parents, nous sommes nous sommes impatients. Nous sommes impatients parce qu'on cherche une restitution rapide. Et ces processus-là se font sur une temporalité beaucoup plus longue. Ça veut dire, on parle arabe, on veut que l'enfant réponde en arabe, machin et tout ça, on fait attention à des petites choses, mais un jour, je ne sais pas, à 14 ans, il rencontre des cousins ou des amis et il se met à parler avec eux parce qu'il est forcé de parler avec eux, parce il aimerait faire partie de cette bande d'amis ou de cousins. Donc, et puis il y a des choses qui commencent à sortir et à remonter. Donc, l'enfant, s'il baigne dans un milieu qui y a encore des liens ou qui cultive un peu ce lien avec les origines, automatiquement il sera impacté. On n'a pas besoin de trop... il faut éviter quand même le conflit dans ces histoires-là. Il faut éviter quand même les conflits ou de vouloir imposer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part... c'est pas le problème de l'enfant. C'est le problème de l'adulte, du parent. Et comment lui, il vit ce que tu as dit tout à l'heure, cette déchirure, cette fracture. C'est son propre problème, le problème du parent. L'enfant n'a pas de problème. Il est là où il est né, il est là où il a ses amis, il a ses camarades, il a ses repères. Il a ses parents. Il a ses parents, voilà. Lui, il n'est pas séparé de ses parents.
lui, il est passé par ses origines, en fin de compte. Parce que ses origines, à son stade et à son âge, c'est les parents. Et les parents sont là. Donc pour lui, il n'a pas de problème. Il ne comprend pas tout ce qu'on en fait comme... pourquoi c'est un problème. Alors que pour lui, la dimension que ça prend chez le parent n'a pas de résonance chez l'enfant parce que pour lui, il n'y a pas de souci. Je veux juste... parler évoquer un point très important, c'est ce malaise, ce mal-être souvent parental de cette question d'appartenance, qui concerne cette question d'appartenance ou d'identité. Quand le parent le vit mal, c'est l'enfant. Qu'est-ce qui se transmet à l'enfant? Ce qui se transmet à l'enfant à ce moment-là, c'est la culpabilité, en fin de compte. C'est l'enfant, il sait pas trop, on le met dans une situation où il doit choisir entre se sentir bien ou porter le mal-être de ses parents. Alors que c'est pas du tout son problème. Lui, son histoire familiale est fluide. Lui, son histoire familiale, c'est mes parents. Et ils ont 2 adultes qui ont pris des décisions et qui les assument. Et moi, voilà, mon histoire est là et je sais d'où je viens. Tu vois, donc l'enfant, il a juste besoin d'un peu de cohérence. Il a besoin de cohérence et d'authenticité. Et son histoire, elle est écrite. Il est capable de la lire. Mais le mal-être, cette question-là, nous, on parle maintenant de parentalité, de transmission. Il est important de garder en tête que c'est une préoccupation parentale. Que c'est pas la préoccupation de l'enfant. C'est pas le problème de l'enfant. C'est vrai, finalement. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Et quand tu racontes tout ça, je me rends compte que finalement, quand on parlait de déclic, de quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on est d'ici et de là-bas, et que voilà, il y a cette dissonance, on va dire ça comme ça, je me rends compte que finalement, peut-être que pour beaucoup de parents, bah, c'est là où ils se rendent compte qu'ils sont d'ici et de là-bas, et qu'à un moment donné, bah, c'est à cause ou grâce à cette transmission qu'on fait ou qu'on veut faire, qu'on se rend compte que bah, y a les 2 pays, donc notre pays d'origine, hein, et le pays d'accueil actuel, qui est le pays clairement des enfants, et que quand on est dans cette histoire de transmission, ou peut-être qu'on voit des choses qu'on n'a pas très envie qu'ils vivent, ou qu'ils se disent oui, je veux être comme ci ou comme ça, ou on veut fêter ça aussi, bah, ça dépend des familles, bien sûr, encore une fois. Sinon, on se dit, oh, là, c'est le déclic de on est entre 2 mondes. Je pense que ça doit être le déclic de beaucoup de mamans pour le coup. C'est clair, surtout, il y a les fêtes, mais il y a aussi tous les événements sportifs. Moi, un de mes déclics, c'était passé, je pense mon fils avait 5 ans, et c'était, je pense, la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas très foot, mais en tout cas, la France était en finale. Et mon fils voyait les drapeaux partout. Il voulait absolument qu'on ait un drapeau à la maison. Donc, on a acheté le drapeau. Et puis, il voulait apprendre l'hymne national français. Et donc, il connaissait le début. Moi, j'avais cette préoccupation je trouvais l'hymne national français sanguinaire. Je trouvais qu'il était un peu trop fort pour un gamin, pour un enfant de 5 ans. J'ai trouvé que c'était pas l'âge, que voilà. Pourquoi? Parce que ma référence, c'est l'hymne national marocain. Et l'hymne national marocain, il est très poétique. C'est vraiment, voilà, c'est très poétique. Et donc j'ai mis du temps. Ma question, c'était comment lui enseigner, lui apprendre quelque chose qui me pose problème, parce que ça, mon ressenti, j'étais consciente
comment ressenti allait se transmettre aussi. Et j'avais vraiment pas envie de ça. Donc j'ai mis du temps à me questionner là-dessus, à réfléchir sur la question et comment il fallait d'abord que moi, je fasse peut-être ma paix, on va dire, avec l'hymne national avant de lui transmettre, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui se jouaient pour moi à ce moment-là. Peut-être Certainement. que moi-même, voilà, je me posais, ah, l'hymne national, c'est quelque chose. Et donc, j'ai vraiment bien retourné la question dans ma tête. Je me suis renseignée. C'est pour ça que c'est important quand même de s'intéresser. Quand les enfants posent des questions, il faut les prendre en compte, ces questions-là. Elles sont importantes. Et s'intéresser à leurs demandes et à ce qu'ils disent par rapport à la question de l'identité. Et finalement, euh, je suis arrivée à la conclusion que oui, bah, c'était son droit. Il l'a réclamé, donc c'était sa demande et c'était son droit. Et donc pour lui, déjà, il exprime ou il se construit à ce moment-là et il exprime son identité française et son appartenance et tout ça. Donc ça, il fallait respecter. Et puis, donc j'ai expliqué ma peur. Voilà, au lieu d'en aller par 36 000 chemins, je lui ai expliqué ma peur et je dis, waouh, moi je le trouve très dur, hein, cet hymne national. Regarde, oh là là, mais les images, elles sont ceci, cela. Donc j'ai expliqué vraiment ma peur par rapport à ça. Et c'était extraordinaire parce que il était à l'écoute. On en a discuté du contenu. Et lui, il était fier. Il a dit, ah oui, mais ça fait peur à l'ennemi parce que finalement, c'est l'hymne national, c'est un chant de guerre, c'est censé donner confiance aux soldats. Je vois dans son univers d'enfant, c'est comme ça qu'il l'a compris. Moi, dans mon univers d'adulte, pour moi, j'étais restée sur la dimension des mots. Ah là là, c'est sanguinaire, c'est un enfant, ceci, cela. Mais non, finalement, les enfants, ils ont cette magie qui est la créativité, l'imagination et tout ça qui fait que Ils ont leur ont, propre interprétation aussi. oui, et puis ils ont leur capacité à élaborer des choses pour nous, à nous adultes, de notre point de vue adulte, qui nous paraissent compliquées. Mais on va dire que les enfants, ils sont dotés de capacités d'adaptation. Si les choses sont faites par amour, si ça vient d'eux, si c'est leur volonté, ben ils sont capables de raisonner à leur niveau pour, pour avancer, pour s'approprier des choses, pour les comprendre. Et c'est vraiment ça, se mettre au niveau de l'enfant et être à l'écoute de sa demande C'est sur faut que je cette question souris. d'identité. Pour les Dis-moi. personnes qui voient pas de vidéo, là, je souris. J'ai un grand sourire. Parce que il y aura bien l'épisode où on va parler d'identité et je vais te reparler de cette histoire de drapeau. J'ai des choses que j'ai envie de te dire, mais je vais les garder pour un autre épisode pour pas trop sortir du sujet d'aujourd'hui. Surtout qu'on sait qu'on va faire au moins un épisode qui va parler d'identité. Je te le dis pas maintenant. Je l'ai noté pour pas D'accord. oublier. Et je le garde pour moi. Je suis impatiente, vraiment. Je suis impatiente d'écouter ton histoire et juste je relève un point, c'est que notre objectif vraiment de ce podcast, c'est vraiment de raconter nos histoires. Nous, on partage avec vous nos propres histoires, hein, Linda et moi, mais on aimerait aussi écouter vos histoires parce que c'est ça ce qui nous permet, ce qui nous fait tous du bien. C'est ça ce qui nous fait ressentir que finalement, c'est l'histoire de tout le monde. On est toutes concernées par ces sujets ou en tout cas ces situations où on se pose des questions. J'ai une question à te poser, Leïla. Quand tu penses à cette histoire de on est entre deux mondes, on se sent entre deux pays, entre deux mondes, toi, ça éveille quoi en toi? Ça fait, tu ressens quoi? C'est plus de la tristesse, la fierté, de quoi en fait? Est-ce que tu saurais dire? Comme rien. ça, non, c'est pas du tout ça. C'est pas rien du tout parce que c'est une question que j'ai longtemps travaillée. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup questionnée et que j'ai longtemps réfléchi, que j'ai longtemps travaillé dans le sens où
que j'essaie de rapprocher en fait. Disons que c'est une question qui est très avancée pour moi. Enfin, pas une question très avancée, mais plutôt moi je suis très avancée dans le travail personnel par rapport à cette question d'identité. D'abord parce que j'ai vécu dans plusieurs pays et j'ai rencontré des situations vraiment, euh, enfin toutes sortes de situations que ce soit d'immigration, d'exil, de diaspora, donc j'ai rencontré différentes situations et euh, et je suis une personne qui tient beaucoup à la liberté. Et pour moi, me déplacer, m'installer euh, euh, ici ou ailleurs, c'est tout à fait naturel en fait. Quand je vois le mouvement, on va dire, dans le monde, pour moi, c'est tout à fait naturel de se déplacer, de s'installer ici, ailleurs, et de s'enrichir les uns des autres. Et quand je vois mon histoire personnelle, là, on a parlé de langue, mais on reviendra aussi, parce que ça aussi, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup avancé. Moi, mes grands-parents parlaient berbère. Mes deux grands-parents parlaient berbère, des deux côtés. Et, euh, et enfin, mes parents, il y en a un qui est né et qui a grandi au nord du Maroc, et l'autre vers Casablanca. Et donc, celui qui a grandi au Maroc, dans le nord, il a parlé espagnol, parce qu'il y avait le protectorat espagnol dans le nord, et il a rencontré, il avait des voisins. Mon parent qui était du Nord, il avait des voisins espagnols et il a baigné dans la culture espagnole, pour te dire, jusqu'aux années 80. Dans le nord du Maroc, on regardait que la télé espagnole et les gens ne parlaient qu'espagnol. Alors que les Espagnols étaient partis depuis très longtemps et il y en a plein qui ont décidé de rester. Et l'autre parent qui est né et a grandi à Casablanca, parlait le français, l'arabe et le berbère. Et donc, mes deux parents parlaient leur langue d'origine, la langue scolaire et la langue qui était, à partir des années 60, à partir de l'indépendance du Maroc, l'arabe a pris beaucoup plus de place, alors qu'avant, c'était plutôt l'amazigh, le berbère. Et puis, mes deux parents parlaient des langues latines. Et du coup, la question de parler et je n'ai vu qu'une richesse là-dedans. En fait, je n'ai vu qu'une richesse dans cette histoire de rencontre multiculturelle. C'est l'histoire de la multiculturalité. Pour moi, c'est vraiment une richesse. Et, euh, et par la suite, euh, dans mes lectures, je t'avais parlé d'un écrivain qui avait écrit qu'il considérait que le français était un butin de guerre pour le Maghreb. Je pense qu'il était tunisien, l'écrivain. Il avait dit, le français, on le pense parce que qu'est-ce qu'on a fait avec? Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Moi, j'adore l'histoire. Ça a toujours été ma matière préférée. Et quand tu regardes l'histoire du monde, tu te dis, il fut un temps où l'arabe était la langue prédominante. Et, euh, et par la suite, quand tu vas dans le nord du Maroc, moi, il y a une ambiance que j'ai connue dans le nord du Maroc. Lorsque je suis partie au sud de l'Espagne, j'ai retrouvé la même chose. J'avais l'impression de retrouver mes origines en partant en Espagne. Et quand tu vas dans le sud de l'Espagne et tu vas dans les villages, on appelle ça les villages blancs, dans le sud de l'Espagne, tu vas retrouver l'architecture en Algérie, l'architecture en Tunisie, l'architecture au Maroc. Euh, donc, c'est une histoire, c'est un cercle en fait. Ce sont des gens qui sont venus d'ici, c'est ce mouvement d'ici et d'ailleurs. Peut-être aussi, c'est le fait que le Maghreb, que le nord d'Afrique,
Et cette mer qui est, cet océan qui, enfin la mer Méditerranée plutôt, qui sépare les deux continents, qui fait que c'est un mouvement qui a toujours existé. J'ai l'impression que c'est On un n'est pas mouvement si qui a... loin les uns Non, des autres, en fait. non, non, du tout. C'est quelque chose, c'est l'histoire. Et nous sommes juste une petite partie dans ce mouvement d'aller-retour entre l'Orient et l'Occident, dans cet échange, dans cette communication, dans ce lien. Enfin, ça, c'est quelque chose vraiment, personnellement, je ne le vis pas comme quelque chose de nouveau. Je me dis que je fais partie de ce flot de d'aller-retour entre l'Occident et l'Orient. Ça a toujours existé. C'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas la colonisation qui l'a créé. Ça s'est fait de différentes manières. Des fois, c'était dans le commerce, avec le commerce. D'autres fois, il y a eu des guerres. L'échange et la communication, comme ça, cet échange a toujours existé. C'est la façon, c'est les moyens qui ont changé, mais ça a toujours existé. Très bien. Je m'attendais pas à tout ça comme réponse et c'est très bien. Mais c'est vraiment comme ça que je le vis. C'est Mais oui. vraiment, je fais partie de l'histoire. Je me considère comme citoyenne du monde, en fait. Tu l'es, finalement, puisque quand tu as vécu dans plusieurs pays, je comprends que tu puisses avoir ce ressenti. Et c'est vrai que, même si moi, je suis pas du tout dans ce cas, mais du fait de pouvoir et avoir le choix réel de vivre dans deux pays, je me dis que c'est déjà pas mal, tu vois, de pas me Oui. sentir coincée, entre Ah oui. parenthèses, parce que je sais que c'est le vécu Bien de beaucoup sûr. aussi, de se sentir coincée de je vis ici et je peux pas partir ailleurs, même si je le voulais. Ah, Et moi, je il vois y a aussi par des la fin. histoires. Ouais. Oui, juste sur ce point, il y a des Mhm. histoires qui font vraiment très très mal au cœur, de gens qui sont exilés, de gens qui n'ont pas le droit de retourner dans leur pays d'origine. C'est vraiment ça ce qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'on est quand même libre? Est-ce qu'on a la liberté de circulation? C'est ça ce qui m'importe. Personnellement, c'est ça ce qui m'importe. C'est d'avoir la liberté. Être privé de liberté de circulation, c'est une horreur. Vraiment. Il y a des Mhm. témoignages de gens qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Et ça, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Ouais, ben voilà. Donc moi, je le vis comme ça, comme Mhm. une chance Mhm. de pouvoir vivre en Algérie si je voulais, en France si je voulais, en Europe si je le veux. Même si, voilà, personnellement, je me sens pas du tout le courage de bouger, mais ça, c'est très personnel. Mhm. Euh, et je le vis comme ça parce que je me dis, voilà, quand je m'imagine à la retraite, je me dis, je pourrais peut-être Mhm. vivre ici, une moitié du temps, la moitié dans dans l'autre pays. Et il y a tout ça qui se fait que de se dire, oui, ben, j'ai le choix parce que je suis d'ici, je suis de là-bas Mhm. aussi, je suis des deux. Et voilà. Oui, et puis ouais, si je peux conclure Mhm. avec un verset du Coran que j'adore, c'est وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et c'est beau. Ouais, Même si, si des personnes nous écoutent qui comprennent pas l'arabe, qui ne sont pas musulmanes, il va le traduire en plus pour vous, vous inquiétez pas. Là, c'est même plus une question, voilà, quand tu sors un verset comme ça, c'est pas qu'une question de religion, là, c'est, voilà, tu peux le non, dire, elle est là. bien sûr, Mhm. c'est لا تدري نفس بأي أرض تموت, ça veut dire personne ne peut savoir où il va être enterré, où il sera mort, hein. On a connu la pandémie, C'est ça. et là, Donc, c'était vraiment la consécration de لا تدري نفس بأي أرض تموت. voilà, tu peux vivre dans un pays, tu peux être originaire d'un autre pays, tu peux juste être peut-être même en voyage et tu sais Mm. pas où, Oui, où tu où seras tu enterré, seras enterré. Ouais. où ta vie finira. Donc, Mhm. peu importe où elle commence, C'est ça. لا تدري نفس بأي أرض تموت. Ouais. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera un peu tout. Vous inquiétez pas, on va revenir, on va Mhm. parler de plein d'autres sujets et même des sujets qu'on a commencé aujourd'hui. Bah, des fois, oui, ça fera même le sujet d'un épisode, voire même plusieurs. Hein. On est là, j'espère, pour un bout de temps, un bon bout de temps, Leïla. Mhm. Mhm. Oui, oui. Et puis surtout, écrivez-nous, racontez-nous vos histoires et nous, on se fera un grand plaisir de les raconter pour vous, de les transmettre
Comme ça, on va tous enrichir ce podcast et qui sera riche avec vous et pour vous. C'est ça. Vous pouvez faire des commentaires sous la description du podcast même, sur la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast, ou sinon, tout simplement, sur notre compte Instagram, dans un message privé. Vous pouvez nous écrire ce que vous voulez. Et puis même, si vous préférez en vocaux, ça sera votre choix. Mais en tout cas, on a hâte d'entendre vos messages. À bientôt, les mers croisées. Au revoir, les mers croisées.